Dans ce 6e épisode, tu pars à la découverte de Benjamin Monzi. J'ai adoré cette conversation avec Benjamin. Tu vas voir comment il gagne son premier point ATP avec une histoire de dingue. Tu vas voir également comment il finit par faire Roland Garros et passer son premier tour contre Daniil Medvedev. C'est juste monstrueux comme perf, alors qu'il ne s'attendait pas du tout à participer au tournoi. Tu vas voir aussi c'est quoi la difficulté d'un joueur qui à un moment donné ne peut plus payer de coach et finit par voyager tout seul et faire ses tournois tout seul. C'est parti, je laisse place à la conversation avec Benjamin Bonzi. Bonne écoute. Salut Benjamin Bonzi, bienvenue sur la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Salut à toi. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter aux auditeurs? Ok, écoute, alors je m'appelle Benjamin Bonzi. Je viens d'avoir 24 ans. Je suis originaire à la base d'une petite ville à côté de Nîmes. Voilà, j'ai passé pas mal d'années à Toulouse dernièrement, et puis maintenant je suis venu sur Aix-en-Provence pour l'entraînement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis 220e, on va dire, à l'ATP, et je Meilleur suis classement? numéro 33 français. Ok. C'est ton meilleur Et classement? meilleur classement, à l'ATP, j'ai été 176, je crois. Ok. À quelle date à peu près? C'était en 2017, fin Ok. 2017, je crois. Ok. Comment t'en es arrivé au tennis, Benjamin? J'imagine que tu joues depuis longtemps, depuis tout petit. Est-ce que tu as des parents peut-être qui jouent au tennis? Tu peux nous en dire un peu plus sur Pas comment tu as du- commencé? Mes parents, pas du tout. Ma mère n'était pas sportive, et en fait j'ai commencé parce que en fait j'habitais à 500 mètres du club, Ok. et mon cousin qui était un peu plus vieux que moi, il jouait déjà. Et j'ai commencé comme ça, en fait, donc tout bête. Ok, et ça t'a plu dès le début? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de mieux jouer? Est-ce que tu étais genre hyper bon? Bah, j'étais, déjà, j'adorais le sport. Ouais. J'adorais le sport. Après, je pense que le fait d'habiter vraiment très proche, ça m'a encouragé à continuer. Et puis, j'ai aussi très vite voulu battre mon cousin. Donc, Ok. au final, j'ai commencé là-dedans. Ça s'est fait assez vite et j'ai accroché tout de suite. Et voilà, l'histoire a continué derrière. Ton cousin, il était plus âgé ou même âge et vous vous Il suiviez? il avait 3 ans de plus. Ok. Tu l'as battu rapidement? Je l'ai battu ouais, rapidement quand même. Ok. Et vous jouez toujours aujourd'hui un peu ou lui, il a stoppé? Non, non, lui, il a arrêté très vite. Alors, je sais pas si c'est à cause de moi ou pas, mais non, non, il a pas continué. Et puis, voilà, c'était un peu improbable que ça se passe comme ça parce que vraiment, toutes les conditions ont été mises en place. Enfin, j'étais vraiment pas loin du club. Quand j'étais tout petit, même avant de jouer, j'y allais très souvent me balader en vélo. Enfin, vraiment, j'étais à côté, quoi. Et tes parents, ils ont kiffé dès le début le fait que tu joues, qu'il y a un sport que tu aimes, ils t'ont accompagné. Comment ça Ah s'est ouais, passé? ils m'ont bien accompagné. Ils ont essayé de s'y mettre un peu. Donc voilà, ça m'a permis de jouer un petit peu avec eux. Mon père était quand même assez sportif, mais il avait fait du foot avant, puis de la voiture, et il avait juste des problèmes au genou. Donc après, à un moment, ça bloquait. Mais non, non, ils ont tout de suite été pour que je fasse du tennis. Voilà, ils aimaient bien ce sport. Et puis ça s'est passé comme ça, quoi. Ok. Et il y a un moment donné où tu t'inscris à un premier tournoi, un deuxième tournoi, et ça gagne rapidement ou comment ça se passe les Euh, débuts? j'ai commencé par le tournoi de mon club. J'ai commencé par le tournoi de mon club. Je crois que j'avais perdu au premier tour. Et comme tout enfant qui commence quelque part, j'avais fini en pleurant, en perdant. Et puis voilà. Puis après, ça s'est enchaîné. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des bons profs derrière qui Ouais. ont fait que j'ai continué. Et puis, vu que j'ai progressé, j'ai bien aimé ça. Et voilà, tout s'est enchaîné. Puis après, j'ai été assez rapidement dans les meilleurs du département, Mhm. sans faire partie des tout meilleurs, mais voilà, j'étais pas loin, que ce soit au département, à la ligue, même si j'ai eu beaucoup de mal à, comment dire, à accrocher ces places de devant quand j'étais jeune, quoi. Et au final, maintenant, je me retrouve à être quasiment le seul
à continuer à jouer et puis être à ce niveau-là. Ouais. Les autres, les deux, trois qui étaient de la même année que toi, ils jouent plus aujourd'hui ou ils n'ont pas percé autant que toi? Non, enfin si, je crois qu'ils jouent encore. Ils doivent être négatifs à mon avis, mais Ok. je suis le seul à être allé aussi loin, alors que voilà, jusqu'à 14, enfin, jusqu'à 14 ans, j'arrivais pas à passer le cap. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le cap? Comment tu les as doublés à un certain âge? Genre, comment t'es passé devant? Tu mesures combien, toi, Benjamin? 1,85. Ok. Et donc, plutôt moyenne grand. T'étais petit au début, t'as rattrapé tout le monde d'un coup? Non, 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 j'ai toujours été plutôt grand pour mon âge. Voilà, même si je suis pas géant aujourd'hui, mais Ouais. je sais pas, j'avais une tendance à être très timide et à perdre un peu mes moyens quand je jouais contre eux. Tu vois, le fait, même quand je jouais mes premiers tournois, où au final ça paraît bête maintenant, mais tu vois, par exemple, je voyais des mecs 31 sur un tableau, alors quand moi j'étais non classé ou 35, ça me paraissait incroyable, quoi. Hmm. Et, euh, et j'avais une grosse tendance à me faire un peu des barrières comme ça. Et puis au final, à 14 ans, j'ai réussi à faire 2-3 tournois en France, des tournois jeunes. Donc il y en avait des tennis Europe et des Français, où au final j'ai fait des bons résultats sur une courte période. Et derrière, après, je suis parti faire un essai en Pôle France à Bouloris pour après l'intégrer à la rentrée juste après, enfin, quelques mois plus tard. Et c'est comme ça que j'ai passé le cap, mais j'ai toujours été un tout petit peu en retard sur les autres, sur les temps de passage, quoi. C'est quelque chose qui t'a motivé d'être un peu en retard ou c'est quelque chose dont peut-être t'avais pas trop conscience à l'époque? Non, je pense que enfin, ça me dérangeait pas, j'en avais pas spécialement conscience. Je savais que voilà, en soi, c'était pas très grave, chacun a son évolution. Je savais que moi, j'allais y arriver petit à petit parce que j'étais pas du tout dans le même monde qu'au début. J'étais vraiment Hmm. chez moi, tranquille, je me mettais pas forcément de pression là-dessus. Et finalement, j'y suis arrivé entre guillemets assez tard où voilà, je suis rentré en Pôle France à 14 ans et j'ai découvert ce monde-là à ce moment-là. Donc j'étais plutôt comment dire, j'étais complètement hors de ce système-là des tournois français où j'en jouais quelques-uns. Voilà, je jouais les Champions League, Ouais. mais j'ai jamais vraiment été accompagné par la ligue en étant jeune ou alors une fois où je me suis blessé. Mais enfin, c'est tout. Il n'y a pas eu de, j'ai pas été mis très tôt dans ce monde-là et ce moule-là. Et peut-être que le fait d'y arriver plus tard, ça m'a permis de garder cette fraîcheur et maintenant d'y être alors que eux ils y sont pas, quoi. Hmm. Et justement, toi, est-ce que tu as fini par rentrer un peu dans ce moule à un moment donné? Bah, bien sûr, Ouais. on y passe forcément quand on commence à rentrer en Pôle France. Donc j'ai fait Pôle France puis INSEP, Ouais. Donc, tu un arrives à tout quel petit âge peu en Pôle France, toi? à 14 ans. Ok. 14 ans, de 14 à 16, j'étais donc à Bouloris, c'est à côté de Saint-Raphaël dans le sud. Tu quittes la maison. Ouais, je quitte la maison. Je quitte la maison, puis après à 16 ans, je suis parti à l'INSEP à Paris. Ouais. Comment c'est de quitter la maison à 14 ans? Pour Bah toi, écoute, pour papa, maman? pour moi, ça s'est très bien passé. Ouais. J'ai eu vraiment zéro difficulté à m'adapter à ça et au fait d'être un petit peu loin. Après, je pense que pour eux, forcément, c'est un petit peu plus dur parce que je pense que l'enfant, il manque forcément. Mais écoute, pour moi, Mais toi, tu as franchement, passé les meilleures années de ta life, quoi. ouais, moi, c'était incroyable. Ok. T'étais avec tes potes? J'étais avec mes potes, puis le fait voilà, d'être en pôle avec plein d'autres sports, ça crée une diversité. Au final, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Avec quel sport ou quel groupe de personnes qui faisaient un autre sport, tu as eu le plus d'affinité? Euh, un peu tous, en vrai. Il y avait, quand j'étais à Bouloris, il y avait quoi comme sport? Il y avait pas mal d'athlètes où c'était cool. Il y avait beaucoup de volleyeuses aussi. Mhm. C'était un peu les deux sports principaux. Et après, à l'INSEP, INSEP, il y a encore beaucoup plus de sports. C'est une étape encore au-dessus. Il y a beaucoup plus de monde. Et moi, je m'entendais très bien avec encore un athlète, un perchiste qui est maintenant en. Comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est la Ligue de Diamant, leur compète. Aucune idée. Lui qui est encore là-dedans. Il y avait quoi? Il y avait un mec du taekwondo et un mec de natation. Donc, il y avait beaucoup de diversité. Je m'entendais pas trop mal avec tout le monde. Il y avait les basketteurs aussi qui étaient assez cool. Ok. Mais voilà.
Ok, donc là, c'est à l'INSEP, c'est ça? Donc, INSEP, Thierry, Ouais. grosso modo, tu as 18 ans, c'est ça? J'y vais de 16 à 18. Ok, donc les années lycée, le bac, Ouais. easy. Ouais, au talent. Au talent, Ça, ouais. ça veut dire quoi au talent pour toi? Bah, ça veut dire que bah, quand j'étais chez moi, que j'étais dans le foot classique, collège, etc., j'étais plutôt bon. Enfin, j'avais des facilités. Puis je m'y intéressais. J'avais un an d'avance. Ok, Euh, et puis après, je suis passé en pôle au CNED en seconde. ouais, Et à partir de là, j'ai commencé un peu à lâcher. Je suis passé en première S. Et puis au final, c'est tombé sur une année où j'ai fait énormément de matchs, où j'ai très bien joué. Bah, l'année ouais. où je pars à l'INSEP dans la foulée. Et, et honnêtement, j'ai commencé à laisser tomber un peu les cours. Après, c'était pas facile, vraiment la première au CNED, pas évident. Ouais, Et bah, arrivé à l'INSEP, bah, en fait, donc j'ai redoublé cette année-là. ok. Je suis La retourné en première, donc? première. Je suis arrivé à l'INSEP, ouais. Ok. Et, écoute, je me suis accroché. J'ai pas beaucoup travaillé. J'ai fait ce qu'il fallait. Je pense que j'ai eu un peu de réussite et je l'ai eu au final. Donc Ok. voilà, Ah ouais, mais pas. J'ai plus été un travailleur au tennis qu'à l'école après. trop drôle. Moi, j'ai pas eu le bac pour info. Et ce qui est drôle, c'est que toi, tu étais bon au tennis, donc c'est une belle excuse au cas où. Moi, j'étais mauvais au tennis, mais je jouais quand même tellement au tennis que j'étais même pas capable d'avoir mon bac. Et pour autant, ouais, on Ouais, n'avait vraiment putain, pas le même moi, je niveau. l'ai eu. Je suis vraiment désolé, on a eu des problèmes de Wi-Fi à ce moment-là et du coup, on a perdu quelques minutes d'enregistrement, donc sans transition, on arrive au moment où Ben va nous raconter l'effet que ça lui fait de gagner Roland Garros Junior en double. Ouais Ben, du coup on a eu quelques petits soucis de Wi-Fi, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cette sensation de gagner un double, enfin gagner Roland, même si c'est un double, même si c'est du junior, ça fait quoi d'aller au bout du tournoi? Bah, ça fait plein de bonnes émotions. C'était vraiment cool. En plus, bah, moi, je m'entendais très bien avec Quentin, donc c'est toujours cool de vivre ça avec un mec que tu apprécies. Après, bah, forcément, pour un Français en France, rajoute encore une couche supplémentaire. Et en plus, je crois que ça faisait un moment que les Français n'avaient pas gagné en double à Roland. Je crois que si je me trompe pas, c'était 96. Donc ça faisait un bon temps. Et après, c'était aussi un petit peu la découverte pour moi de tout ce qui était média après le match. Parce Ouais. que bah, c'est pas en simple où je les avais eus. Et du coup, là, c'était un peu des passages rapides sur Eurosport, puis toutes les interviews d'ITF, que ce soit en anglais, en français et tout. Donc franchement, c'était bah, plein de choses qui se sont enchaînées sur les heures qui ont suivi. Et puis beaucoup de satisfaction voilà, de gagner en France, quoi. Plutôt cool comme exercice pour toi, j'imagine, les médias, répondre aux questions et tout. Bah, à ce moment-là, franchement, c'était cool parce que enfin, j'avais un petit peu de pression, c'était mes premiers, surtout sur la partie anglais, mais au final, à chaque fois que je me suis retrouvé dans cet exercice-là, ça s'est bien passé. À l'accent de français toulousain en anglais ou pas? Non, 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 bah, j'ai l'accent français, mais après, Ouais. ça va, je m'en sors correct. Ok. Est-ce qu'après cette victoire en double, tu sens une espèce de gain de confiance, de, tu deviens tout d'un coup plus sûr de toi, de tes coups, ou tout d'un coup business is business et les tournois reprennent avec les difficultés, les bons joueurs en face? Bah, et surtout, ce qui s'est enchaîné après ça, c'était le bac. Ah ouais? C'était le bac, genre 10 jours après, je crois, ou une semaine après, donc Ah la pas trop vache. le temps de profiter. On est tout de suite passé sur autre chose. Et, Genre le et puis mec qui est après, à côté de toi au bureau, qui passe les écrits à côté de toi, il sait que tu as gagné Roland 10 jours avant ou pas? non. Bah non, après voilà. Enfin, si, parce que je passais avec des mecs de ma classe de l'INSEP. Oui, ok, Donc, ouais. forcément, les sportifs le savaient, mais toutes les autres personnes du lycée, enfin, lambda, enfin, l'actualité sportive des juniors à Roland-Garros, elle est Ouais. enfin, pas très médiatique, donc il n'y a aucune chance qu'il soit au courant, sauf s'il était là, mais ça m'étonnerait.
Mais du coup, ouais, transition méga rapide là-dessus, essayer de se concentrer, de sauver les meubles du peu de travail que j'avais produit toute l'année, ce qui a été fait. Et puis après, voilà, reprise de l'entraînement petit à petit parce qu'on avait quand même coupé un petit peu après ça. Et après, départ sur le circuit pour les futurs où au final, moi, je me blesse direct. Donc, c'était retour à la maison, vacances et Première grosse récup. blessure? Non, non, c'était pas la première. J'ai eu pas mal de blessures les étés à chaque fois en junior. Donc, celle qui m'a empêché de faire l'US Open l'année d'avant. Et là, qui m'a coupé pendant quelques semaines aussi, début juillet, quoi. Ok. C'était où? C'était quoi? C'était au poignet, je sais même plus ce que c'était. Et au final, ça s'est avéré moins grave que ce que c'était. Ok. Mais bon, c'était quand même au moins un mois d'arrêt, quoi. Hmm. À ce moment-là, tu as déjà un classement ATP, j'imagine. T'es combien à peu près? Moi, je devais avoir un point, je crois. Ok, donc genre 1000, entre 1000 et 1500. Ouais, ouais, je devais être même 1800, 1900. Ok. Et t'avais déjà commencé à faire des tournois futurs. Tu te rappelles du premier point que tu prends? Ah bah, je pense que j'ai l'histoire la plus folle du premier point ATP, je pense. Vas-y, tout le monde t'écoute. Donc, on était parti sur une tournée de deux. C'était 10 000, ouais, c'était des 10 000 encore à l'époque, je crois. Ouais. Donc, de 10 000 au Portugal, deux villes pas très loin. Il y avait quoi? Il y avait 20 minutes entre les deux. Et Faro on part. Guimarães, non, un truc comme ça. Non, c'était Loulé et Faro. Ok. Et on part, on était trois joueurs pour un coach. Et on arrive, donc on était tous en qualif. Qualif de 128 joueurs. Ok. Donc beaucoup de matchs pour sortir des qualifs. Ouais. Et moi, j'avais pas de points à l'époque. J'étais le seul du groupe à pas avoir de points. Parce que j'avais pas trop joué de futur. Et du coup, je me retrouve à même pas avoir un bail parce que les qualifs n'étaient pas pleines. Et en fait, à partir du vendredi, donc la veille des qualifs, il fait que pleuvoir. Donc samedi, on n'arrive pas à jouer. Dimanche matin, il pleut. On arrive à jouer un premier match dimanche après-midi que je gagne. Je rejoue le soir à 22h mon deuxième tour où je gagne. Et derrière, catastrophe. Pluie lundi, pluie mardi, mercredi matin, pluie. On se retrouve à partir sur le site du deuxième tournoi où la météo était à peu près correcte et les cours séchaient beaucoup plus vite. Donc je commence c'était mon troisième tour de qualif. Je suis interrompu au troisième. Il Oui. repleut, donc vers 16h. Ils nous font attendre jusqu'à 20h pour essayer de refaire lancer les matchs, mais finalement ça n'a jamais séché, donc le soir on rentre. Jeudi pluie, et en fait on se retrouve vendredi matin, donc le jour de la signature du deuxième tournoi, Ouais. et j'avais même pas fini les premières qualifs. Ah, la Et il n'y vache. avait eu aucun match du tableau qui a été fait, le double avait été annulé, enfin c'était une catastrophe. On s'en sortait pas. Et du coup, le vendredi matin, par miracle, il fait beau, j'arrive à finir mon premier tour, enfin Mhm. mon troisième tour, du coup je finis mon troisième set. Derrière, je joue pour me qualifier, je gagne pour me qualifier. Et l'après-midi, à 16h, tirage au sort des qualifs, machin, les qualifiés qui sortent, et je me retrouve à jouer un espagnol qui était 400, je crois. Et je le joue et je gagne. C'était genre super tie-break au troisième, et je gagne genre 10-5 pour mon premier point. Énorme. Improbable, quoi. La semaine où tout a été condensé après. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, le premier point, c'est quand enfin, en qualif, tu n'as pas de points, donc il faut passer ton premier tour du tableau final pour prendre un point. C'est ça, ouais. C'est Donc gagner un match. potentiellement, tu gagnes 4 matchs, quoi. Là, j'en avais gagné 5 du coup. Ok, énorme. Mm. Donc 5 matchs pour un point, c'était quand même beaucoup, quoi. Et tu fais quoi après sur le tournoi? Et du coup, samedi, on enchaîne. Je perds au deuxième tour. Il avait pareil, plus dans la matinée. On se retrouve à jouer à 16 ou 17h. Et je perds. Et à 21h, je jouais mon premier tour des qualifs de l'autre tournoi. Donc en fait, j'ai pas arrêté et j'ai fini le dimanche soir ou lundi matin complètement éclaté. J'avais perdu, je crois, au dernier tour qualif du deuxième. Et j'étais en bout de piste, quoi. Énorme. Comment se passe du coup ta progression entre 1008 à en dessous 1000, à en dessous top 500? C'est quoi les différents caps que tu vois, que tu as eu là où tu as galéré? Moi, j'ai eu, en fait, donc après l'INSEP, après cette fameuse blessure au poignet, je suis rentré, entre guillemets, à l'essai au CNE.
Donc, c'était à Roland-Garros à l'époque. C'était encore ce centre-là. Et en fait, j'avais un objectif de classement à atteindre sur une période. Donc, j'ai repris les tournois, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais on va dire peut-être début août ou mi-août. Et j'avais jusqu'à fin octobre pour atteindre un classement. Donc, j'étais 1900 à l'époque, j'avais un point. Et je crois qu'il fallait que je sois 800. Il me semble que Pour c'est ça. rester au CNE. Pour rester au CNE. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines, j'allais en futur, machin. Donc, vu que j'avais pas beaucoup de points, j'étais quasiment tout le temps en qualif. Donc, il fallait toujours se qualifier. Et ce qui était terrible, c'est que je m'arrêtais toujours en quart. J'arrivais à me qualifier, je battais un ou deux bons mecs dans le tableau, et puis je perdais toujours en quart et je repartais sur une qualif. Et c'est horrible parce qu'en fait, en futur, sur les petits futurs, là où tu passes un cap en termes de points, c'est ce passage-là du quart à la demi où de 2 points, tu passes à 6. Et ça change complètement la donne. Et moi, j'arrivais pas à passer ce cap-là. Du coup, je me suis retrouvé fin octobre où je devais être peut-être 1000, 1050 ou à peine un peu en dessous, je sais pas, pas dans le top 1000. J'ai pas été conservé. J'ai pas été conservé au CNE. Heureusement que j'avais un peu anticipé le truc au cas où quand j'étais blessé l'été, j'avais changé de club. Donc j'avais signé au Stade Toulousain, qui est toujours mon club maintenant. Et j'avais entre guillemets prévu au cas où un peu d'intégrer le groupe de jeunes qui avait là-bas pour m'entraîner. C'est Et un gros club, non? c'est un gros club, ouais. C'est un gros club et surtout c'était une région où il y avait plein de jeunes, quasiment de la même génération, où on commençait tous le circuit. Et du coup, pas conservé à Paris. Du coup, je pars à Toulouse, je découvre un peu plein de nouveaux trucs, voilà, et j'avais plus d'entraîneur, quoi. Hmm. Je me greffe un peu sur les groupes à la Ligue du Pôle Espoir. Et sur les années qui ont suivi, donc je pense au moins pendant 2 ans et demi, 3 ans, en fait j'ai fait le circuit mais tout seul. J'avais pas de coach attitré. Je me démerdais, j'allais faire mes séances physiques un petit peu. Enfin, j'avais un peu pas physique à Toulouse quand même. Mais j'allais, voilà, je m'entraînais. À un moment, je retournais même plus à Toulouse m'entraîner. Je faisais ce que je pouvais chez moi. Je m'entraînais avec un pote à moi qui était 15 ans ou 15-2. Et voilà. Et puis, le fait de partir 3 semaines en tournoi, de rentrer chez moi, j'avais pas envie de rentrer chez moi 2 jours pour repartir à Toulouse, après repartir en tournoi. Enfin, c'était. Je sais pas si tout le monde comprend à ce stade pourquoi tu n'as pas de coach à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui te suit, pourquoi tu es Parce que solo. financièrement, c'est injouable si tu n'es pas suivi par la Fédé ou si tu n'as pas beaucoup d'argent de base. Tu n'as pas assez de revenus à ce niveau-là pour te permettre d'avoir un coach tout le temps avec toi. Ok, c'est quoi un coach tout le temps avec toi? Ça coûte combien? Voilà, ça coûte très cher. Une année, si tu veux être accompagné tout le temps, c'est au moins 50 000 euros, quoi. Ouais. Et encore, je pars sur des tarifs très bas, hein. Du coup, quand tu es solo sur les tournois, ça ressemble à quoi? Tu t'ennuies? Tu kiffes? Tu as des hauts, des bas? Non, non, je me suis toujours retrouvé dans des groupes un peu de joueurs où je partais au début pas mal avec des mecs de Toulouse. Donc on était toujours deux en général. Et écoute, finalement, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Parce que vraiment tu te débrouilles, quoi. Tu prévois tes voyages, tu prévois tes hôtels, tu te retrouves au fin fond de la Turquie à devoir prendre des Une bus. entreprise, quoi. Ouais, et puis ça fait grandir vite. Et puis au final, tu te retrouves dans un pays loin, tu perds ton match ou tu fais un peu n'importe quoi, ça te fait chier. Tu es tout seul, tu rentres le soir dans ta chambre, tu es effondré. Et, euh, et au final, ça s'est passé comme ça pendant 3 ans. Et au final, petit à petit, j'ai réussi à monter. Et Tu montes combien à ce moment-là? je montais petit à petit. J'avais dû faire 1000. J'étais passé, je crois que j'avais été genre 600 ou 500 en fin d'année. Après, j'avais dû finir 350. Et à la fin, c'est là où je me suis retrouvé à faire qualifier demi au Challenger de Bordeaux juste avant Roland. Avoir une wildcard tableau à Roland, passer un tour et voilà, et j'étais quasiment 200, quoi. Énorme.
Qu'est-ce qui Donc, se passe à ce moment-là? Pourquoi tu joues le feu? Tu joues bien? Tu as un bon tirage? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la petite ouais, diff là? crois que je crois que bah, déjà en commençant par Bordeaux, parce que je venais juste de gagner un 15 000, je crois, en Tunisie. Et c'était genre mon 3 ou 4e tournoi sur Terre, donc je passais à peine sur Terre. Et je vais signer en qualif à Bordeaux. Et je pense que je suis arrivé tellement relâché de me dire que bah, je jouais des bons mecs et que voilà, presque, bah, si je perds, c'est normal, quoi. Hmm. Je me retrouve à faire un tournoi incroyable. T'es un joueur de terre ou de dur de base? Bah, très bonne question. Ok. Tu t'adaptes? Mais moi, j'arrive pas à y répondre. T'as Je une crois tête de que joueur de terre. j'aimais beaucoup le dur quand j'étais petit et maintenant, bah, je vais te dire que une fois que je suis sur dur, j'adore le dur et une fois que je suis sur terre, j'adore la terre. Ok, je vois. Pas tranché quoi. Et du coup, donc tu fais demi au Challenger de Bordeaux. Ouais, je fais Tu bats demi au challenge. tu bats qui? Je bats des bons mecs, hein. En qualif, je bats Munoz de la Nava qui était un ancien top 100. Je bats qui? Je bats Maxime Autom, un Belge. Et je bats un Américain, genre 130 pour me qualifier. C'était Smisek. Et je me retrouve dans le tableau, je joue pareil, un mec 110 ou 120 que je gagne au premier tour. Et après ce premier tour, ce soir-là, c'était l'annonce des wildcards à Roland. Et, euh, et honnêtement, j'avais même pas demandé wildcard tableau, j'avais envoyé une demande pour les qualifs. Et ce système-là, c'était donc le président qui faisait un live Facebook ce soir-là à 19h et qui annonçait les wildcards. Et il commence par les wildcards tableau et sans mentir, j'écoute même pas. J'écoute même pas le live, je suis dessus sur mon ordi, mais j'écoute pas. Et d'un coup, j'entends mon nom qui sort de nulle part. Genre, tu t'en doutais pas du tout. Ah ben non, il n'y a pas une seconde où je pouvais imaginer ça. J'avais même pas fait de demande pour le tableau, donc c'était irréel pour moi. Et j'avais jamais fait de qualif de grand chelem avant, ni rien, donc j'avais zéro expérience. Je me retrouve, enfin à ce moment-là, j'étais quoi? Je devais être 200, enfin à peine dans le top 300, 280 peut-être à ce moment-là quand il annonce les wildcard Hmm. tableau. Et pourquoi tu Donc prends wildcard tableau et même pas wildcard de qualif à ce moment-là? ah ben, je sais pas, ils ont dû voir que j'étais sur une bonne lancée sur terre, que j'avais fait des bons matchs à Bordeaux, que bah, j'étais encore jeune, j'avais 21 ans à ce moment-là. Ouais. Et c'était quand même un tournoi, il y avait une grosse place pour les jeunes. Hmm. Donc bah, j'en ai profité. Après, les raisons exactes, j'en sais rien, hein. Ils ont dû penser que bah, j'avais le potentiel pour faire le tournoi en tableau. Et, euh, et je me retrouve à jouer au deuxième tour bah, Corentin Moutet, Ok. qui était bah, à l'époque bah, un petit peu, enfin, comme maintenant, une pépite du tennis français, et qui lui n'avait pas eu wildcard tableau, qui avait eu que wildcard qualif. Donc c'était un peu le match, Hmm. pas un peu polémique, mais bon voilà, il y avait un match dans le match quoi. Et au final, je me retrouve à gagner pour après battre mon premier top 100 en quart. C'était Lajovic, le Non, Serbe. costaud. Hmm. Et après, voilà, perdre en demi. Et après, tout s'enchaîner jusqu'à Roland. Où, enfin, voilà, enfin, tout y allait méga vite et je ne m'attendais pas à ça. Hmm. Donc tu fais quoi? C'est Roland 2017 ou 2018? 2017. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se Du passe? coup, Tirage? j'y vais, je me fais tout petit là-bas. Enfin, pour moi, c'était, bah, je vais pas dire pas normal, mais bon, enfin, je me sentais pas forcément prêt pour ça, ni à ma place, quoi. Et du coup, je me fais petit, je fais mon truc. Je voulais absolument pas taper avec des mecs forts, enfin, avec des mecs du tableau. Je prenais que des sparring français. Pourquoi? Bah, pour une question de confiance, je voulais pas, tu sais, je voulais pas me sentir en pression pour bien jouer à l'entraînement avec un mec, quoi. Hmm. J'avais peur de lui pourrir un entraînement en jouant mal ou que ce soit pas assez, enfin des C'est trucs fou débiles, ça. hein. Ouais. Des trucs débiles. Du coup, Comme quand tu étais bah, 35 et que tu devais jouer le 31, quoi. pareil. Ouais, tout pareil. Et au final, bah, j'avais un pote qui faisait sparring cette année-là, du coup j'ai joué quasiment qu'avec lui. Qui ça? C'était Thibaut Venturino. Ok. Et c'est ouais, enfin, ce truc c'était marrant, je voulais pas aller dans les vestiaires du Châtrier, je restais qu'au Langlaine où j'avais des repères des juniors et tout, enfin, c'était un psychopathe. Hein. Et au final, bah, le tirage, je me retrouve à jouer bah, Medvedev, qui est de mon année et que je connaissais très bien des juniors, que j'avais déjà joué quelques fois. Et lui, il était pas sur une grande période. Et puis, bah, c'était sur Terre, ça reste quand même sa surface où Hmm. il est entre guillemets moins bon.
Ouais. Donc, je savais au fond de moi qu'il y avait un truc à faire, je jouais bien et j'ai dit, il peut avoir un match. Il avait un tout petit peu plus d'expérience que moi dans les grands chelems, mais au final, pas tant que ça, parce qu'il était que 60 à cette époque-là et il Ouais. venait à peine d'y arriver, quoi. Et après, voilà, il s'est passé qu'au final, je gagne en 4-7, il abandonne au quatrième. Et en Énorme. fait, on avait tous les deux des crampes. Moi, Quel j'ai cours? commencé à cramper. On a joué sur le 2. On a joué sur le 2 qui n'existe plus maintenant. Hmm. Et, scénario de ouf. Hein, genre, j'ai des balles de 7 au premier que je fais pas. Après, je me retrouve dans le deuxième à sauver des balles de break à tous les jeux. Puis avoir le break à 5-3, je serre. Et je me retrouve à servir, je crampe. Alors que ça faisait 1h45 qu'on jouait. Mais il y avait tellement de tension autour de tout ça que j'étais rôti. Et du coup, je me fais débriquer et je me dis, putain, si tu te retrouves à 2-7-0 contre avec balle de 7 au premier plus break d'avance au deuxième, c'est fini, quoi. Enfin, je crampais, je pouvais pas aller en 5-7. Et au final, j'arrive à refaire le break, à gagner le deuxième. Et au final, lui, il a commencé à être moins bien, il commençait à cramper. Moi, je le voyais pas forcément, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il abandonne. Et à partir du troisième, c'était uniquement. Enfin, j'ai fait un seul truc, me concentrer sur essayer de ne pas montrer. Ça partait dans tous les sens. Et essayer de mettre la balle dedans, quoi. Et au final, c'est passé comme ça. Et après, c'était le dimanche, donc c'était le premier jour du tournoi. J'étais le premier Français qualifié pour le deuxième tour. Et il n'y avait même pas eu. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait pas il y avait pas une grosse affiche sur les gros cours. Du coup, je m'étais retrouvé un peu au centre de tout médiatiquement. Et derrière, j'ai fait un marathon de médias. Enfin, j'étais pas prêt, quoi. Ah ouais, ça ressemble à quoi? C'était épuisant? Bah ouais, donc je sortais, j'avais quand même joué quasiment 3 heures et j'ai fini aux alentours de 16h30, je pense. Donc j'avais fini mon match, j'étais euh, avec toutes les personnes qui étaient avec moi pour profiter un peu. Et, et j'ai fait des salles de conférences de presse derrière. J'ai fait passage radio, j'ai fait passage interview pour l'équipe. Donc ça finit méga tard. Derrière, j'avais encore ma récup à faire. Je devais passer chez les kinés, faire de la cryo, enfin tous les soins possibles. Et le lundi, pareil, le lundi matin, je fais décrassage tranquille, un petit entraînement en début d'après-midi, puis encore média tout l'après-midi. Et Tu en devais fait, jouer qui après? je devais jouer Ramos Vinolas. Costaud. Et en fait, je rejouais que le mercredi. Et j'ai vraiment été tranquille à partir de mardi midi, quoi. Putain, c'est ouf. Enfin, ça créait un truc, c'était un tourbillon. Et c'était, quand tu y repenses, c'est plaisant ou quasi too much, quoi? Bah non, non, sur le coup, enfin moi ça m'a pas dérangé sur le coup. Voilà, j'étais dans la dynamique du tournoi. Franchement, c'était cool de faire des interviews un peu à gogo, etc. Mais après, quand j'y repense, avec du recul, enfin, il faut, enfin les meilleurs pour aller au bout, ils sont tellement plus forts sur la gestion de ces choses-là. Ils sont tellement habitués à gérer leur planning et à se mettre des moments de récup. Moi, j'étais tout nouveau là-dedans. Je pouvais pas imposer à quelqu'un de dire non, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Hmm. Je veux m'imposer. Il fallait aussi entre guillemets, je fasse pareil de moi. Mais non, avec du recul, il faut tellement mieux gérer ça sur les moments de récup et tout. Arrivé au deuxième tour, déjà j'étais épuisé nerveusement de tout ce que j'avais fait avant. J'avais toujours des traces de mon premier tour. Et je me suis fait éclater sur un Ramos qui jouait tellement bien cette année-là. Combien tu prends? Moi, j'ai pris, je crois, 1, 2 et 1 ou un truc comme ça, mais c'était une boucherie. Ouais. Et c'est quoi la suite du coup de ce Roland Garros? C'est quoi? Ça ressemble un peu à l'apogée de ta carrière ou après ça continue de monter encore et encore? Non, non, ça s'est monté encore un peu. J'ai pris un peu de récup quand même derrière pour récupérer parce que tout ce qui s'était passé en l'espace de 3 semaines, c'était complètement ouf pour moi. Et puis après j'ai commencé vraiment le circuit Challenger parce que Bordeaux, c'était quasiment de mes premiers. Et ça s'est plutôt bien passé tout de suite où j'ai fait Sur une Terre? tournée sur terre, ouais. J'ai enchaîné sur terre où je fais 3 quarts d'affilée. Un peu le même problème qu'en futur, tu vois, où au final, je passe pas le cap des quarts.
où les points, bah, c'est pareil, il y a quand même une vraie différence entre quart et demi. Et c'est là où je me retrouve à monter 180 et j'étais vraiment bien jusqu'à l'US où donc je pars faire un challenger au Canada juste avant l'US et en fait je tombe malade le matin de mon match et, Dur. euh, et je l'ai traîné tout le long jusqu'à l'US et j'ai fait une tournée cadavérique et pour mon premier US c'était un calvaire. Donc tu fais les qualifs. Donc je fais les qualifs, je joue un Américain que je connaissais qui jouait bien et je me retrouve à prendre 2 et 2 et à aucun moment être dans le match quoi. Très dur. Donc, j'étais complètement pris par l'événement parce que je m'étais pas bien entraîné. Déjà, j'avais fait un mauvais tournoi au Canada. Derrière, j'avais été fatigué parce que je sais pas ce que j'avais chopé, mais j'avais été fatigué par ça. Après le voyage, donc Vancouver-New York, c'est quand même, il y a quand même quelques créneaux horaires de différence. J'arrive à New York dans un truc que je connais pas du tout parce que j'avais pas fait les juniors. Et au final, je m'adapte très mal. Voilà, et je fais un match horrible. Je fais un match horrible, couronné d'un test dopage qui dure 4 heures derrière. Enfin, un calvaire. Ok, horrible. Pourquoi il dure 4 heures ce contrôle antidopage? Parce que j'arrivais pas à pisser. Ah, Il était lent, je suis sorti du cours et impossible. c'était pas ton premier, j'imagine. Non, non, c'était pas mon premier. Mais, j'y suis allé une première fois où c'était passé. Et du coup, après, il faut attendre que le cycle il se renclenche. Tu vas manger, tu bois. Et au final, ça vient quand ça vient. Mais celui-là, il était quand même vraiment long. Ouais. Du coup, non pas que je veux pas passer la suite des tournois, mais du coup, à ce moment-là, tu es à peu près combien et tu montes jusqu'à 180, c'est ça? Ouais, à ce moment-là, c'était quasiment mon meilleur classement. Ok. Je devais être 180 ou 190. Pourquoi tu passes pas en dessous des 180? Pourquoi? Déjà, je pense que le fait de vivre un US Open comme ça m'a fait perdre beaucoup de confiance. Ça m'a mis un peu dans le trou d'avoir vécu le truc comme ça, avec une expérience comme ça, c'était un peu particulier. Et pourquoi je passe pas le cap? Après, j'ai eu pas mal de soucis perso à côté. Et, c'est des trucs qui m'ont un peu, je vais pas dire Hors tennis, éloigné du du coup? tennis. Ouais, ouais, complètement hors tennis. Et c'est pas que ça m'a éloigné, mais en fait, j'avais mon attention sur autre chose. Mm. Et, euh, et vu que ça allait pas à côté, quand ça va pas à côté, ça peut pas aller bien dans le tennis. De toute manière, il n'y a pas de, il y a pas de miracle. Hein. Et du coup, sur les 2 années qu'on suivi, au final, c'était un cercle vicieux où au final, vraiment, je m'emplâtrais tout seul, en fait. Juste dans mon esprit, je m'emplâtrais et j'ai commencé à moins bien jouer sur le circuit challenger. Et en chal, les mecs sont plus forts. C'est pas comme en futur où une fois que tu as un certain niveau, tu sais que tu peux avoir un ou deux tours relativement faciles au début. Et là, donc tu gagnes quelques matchs et ça crée une dynamique de confiance. Quand tu arrives en challenger et que tu gagnes 0 match, pas forcément en jouant en perdant sur des mecs mauvais, mais même de perdre sur des bons mecs, tu crées aucune dynamique, t'apportes aucune confiance et c'est très dur de s'en sortir. Et moi, c'est à ce moment-là que je suis tombé un peu dans cette mauvaise dynamique-là et quoi, j'ai végété entre 200, 250, machin, jusqu'à l'année dernière. Enfin, il y a aussi eu le truc des réformes de classement entre Mm. l'ITF, l'ATP et tout ça, jusqu'à me retrouver 350 l'été dernier, quoi. Ok. Et depuis, là, t'es à combien aujourd'hui? Là, je suis 220. Ok. T'en es où dans ta carrière, à ton avis? C'est dur de prendre du recul. J'imagine quoi que tu as peut-être eu un peu de temps là pour prendre du recul. Euh, T'en es où dans ta carrière? Tu te sens, c'est quoi l'ambition des prochaines années? Déjà, je pense que j'ai fait un truc très important l'été dernier, c'est que j'ai changé de structure. Enfin, j'ai changé complètement d'environnement tennistique. Donc, je suis toujours licencié à Toulouse pour les interclubs, mais je m'entraîne plus du tout là-bas. J'ai changé, je suis venu à Aix-en-Provence avec Lionel Zimbler et David Guez comme entraîneur. Donc, j'ai changé tous mes repères parce qu'au final, je me sentais très bien à Toulouse et j'avais quand même de gros liens affectifs. Donc, c'était pas facile comme décision à prendre pour venir ici où je connaissais personne à part les joueurs du groupe, quoi.
Donc, je pense que ça a été un gros cap qui m'a permis de me remettre un peu dans une bonne dynamique. J'ai rejoué aussi beaucoup de futurs Ok. pour enchaîner les matchs. J'ai fait principalement ça Des victoires? toute la fin de saison dernière. J'ai gagné des tournois, j'ai re-enchaîné pas mal de matchs, j'ai fait des finales, des demi. Et mine de rien, c'est tellement important Hmm. d'enchaîner comme ça. Et dans le tennis, ça peut aller très vite dans les deux sens. Et après, j'ai beaucoup bossé cet hiver pour changer mon jeu, un petit peu techniquement des petits détails. J'ai changé de raquette aussi. Et je pense que tous ces changements cumulés m'ont permis au final de faire un très bon début de saison où j'ai gagné 2,25 000. 2,25 000, je crois que j'ai fait une finale en Challenger en Inde sur un 125. Énorme. Donc vraiment beaucoup de changements qui ont fait que je me suis remis la tête à l'endroit et ça a remis aussi mon jeu en place, quoi. Là, t'es chaud pour la. C'est quand la reprise pour toi? Bonne question. Merde, C'est désolé. non, non, mais c'est la bonne question dans le sens où en fait, dans les actualités, on a eu donc la confirmation de l'US Open la semaine dernière, Ouais. mais ils ont sorti un calendrier que pour les top 100, quoi. Que ce soit Washington, Cincinnati, l'US Open, Kitzbühel, Madrid, Rome, Roland, enfin c'est que des trucs pour les top 100, surtout qu'à l'US ils ont enlevé les qualifs. Et en fait, pour l'instant, hors du top 100, on ne sait rien parce qu'il n'y a aucun calendrier Challenger Future. Ok, horrible. Donc la reprise est censée se passer normalement à partir du 14 août. C'est la date de Washington du, du, de l'ATP 500. Mais on n'a aucun calendrier officiel pour nous. Ok. T'es toujours motivé? Ouais, toujours. T'as envie de jouer? Bah ouais, j'ai envie de jouer. Ça commence à faire un petit peu longtemps maintenant. Surtout que j'étais sur une très bonne dynamique. J'avais fait beaucoup de matchs en début d'année. Et dans ma tête, j'avais quand même en ligne de mire Roland, où je savais que j'étais revenu dans le cadre des qualifs. Et il restait encore pas mal de temps et toute la, entre guillemets, la préparation sur terre à faire. Et j'étais vraiment motivé pour ça. Après, j'ai créé aussi beaucoup de fatigue en voyageant beaucoup et en faisant beaucoup de matchs. Mais bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'en ai gagné pour en refaire le lendemain. Mais du coup, j'étais très fatigué et j'avais des petits bobos au poignet que, au final, j'en ai profité pour soigner ça pendant le confinement et pour récupérer. Et puis maintenant, je suis complètement prêt à repartir pour la reprise et essayer de continuer sur la même dynamique. On parle beaucoup de se connaître en tant que joueur. Comment tu te décris toi en tant que joueur? Comment je me décris dans mon style de jeu? Ouais. Dans mon style de jeu, je T'es pense que gaucher? je suis droitier. Droitier, ok. Droitier revers de main. Je pense que je suis quand même plutôt contreur. Après, j'ai tendance à être plutôt bon partout, à être un joueur assez polyvalent. Comment je peux me définir? Je pense que c'est pas mal ça, polyvalent. Coup fort? Mais mon coup fort, bah, je pense quand même mon coup droit, je vais faire plus de fautes, mais je vais avoir plus de points aussi, quoi. Ok. Mais ouais, je pense que polyvalent, c'est le mot juste. Et ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi? Genre une semaine classique où tu vas aller, où il n'y a pas de tournoi et du coup tu es en mode grosse semaine d'entraînement. Tu fais quoi? Souvent, on fait un bloc tennis physique en fin de matinée, début d'après-midi. Donc ça prend environ 3h30, 4 heures. Mhm. Puis après tout ce qui est séance kiné le soir, et voilà, hein. Ça enchaîné sur des grosses semaines, tu comptes ça bah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et certaines semaines le samedi. Costaud. Voilà, faut enchaîner, quoi. Ok, j'ai une dernière question, Ben, et après j'aurai trois questions très rapides. Euh, Si tu avais un mot ou quelques phrases de motivation à donner pour des joueurs qui veulent se lancer et faire des tournois, mais juste ils hésitent, ils ont peur de se lancer parce que faire un match de tennis, c'est un peu jouer contre soi-même et ça fait flipper. Si tu avais un mot de motivation à donner à ces joueurs-là?
Au niveau, enfin, un niveau lambda classique, un Ouais, mec qui commence. qui débute, ouais. Je pense que pour un mec qui hésite, c'est un peu comme dans tous les domaines où au final, quand tu ne connais pas et que tu n'as jamais fait, tu as toujours une appréhension et tu sais pas si tu es prêt pour ça ou si ça va vraiment bien se passer. Et je pense que dans la majorité des cas, ça se passe souvent bien. Et puis, plus on en fait et plus on s'en laisse là-dedans. Et je pense que la compétition permet d'en apprendre beaucoup sur soi, peu importe le niveau. Et puis surtout, on peut vivre des très bons moments là-dedans. Donc, il faut passer le cap. Ok. 3 dernières questions assez rapides. Un, c'est quoi ta série Netflix que tu as kiffé ces derniers temps? Formule 1. Ah putain, tellement énorme. Aucune hésitation. Tellement énorme. T'as regardé celle de Michael Jordan? J'ai regardé, mais j'ai moins accroché. Ouais, pareil. J'ai moins accroché. C'est pas trop ma génération. Ok. J'ai pas été bercé par le fait qu'il soit un idole enfin, ça a été un idole de sa génération, mais pas forcément la mienne. Et je m'intéressais pas trop au basket à ce moment-là, donc c'était moins facile, ouais. Moins que la Formule 1. T'as kiffé qui en Formule 1? J'ai kiffé Leclerc, Énorme. complètement fan. Après, je trouve que cet environnement, il est quand même ouf, quoi. Ouais, Entre la pression, les coups bas qui se mettent tous, les mecs qui peuvent pas se supporter dans une équipe, je trouve ça incroyable. ouais, c'est ouf. Ben, si tu devais recommander à quelqu'un de passer sur le podcast après toi, ce serait qui? Antoine Wang. Ok. Je sais pas s'il a déjà fait, Non, pas mais encore. je pense qu'il a plein de choses à dire. Et puis c'est un mec vraiment cool, donc ça peut le faire. Ok. Dernière question, où est-ce que les joueurs, les gens peuvent aller pour te retrouver en ligne, pour suivre tes actus de pro de tennis? Sur Instagram, je pense. Ok. Instagram, je suis C'est pas quoi le ton nom mec. sur Instagram? C'est Ben Bonzi tout en minuscule. Ok. Même si je suis pas le mec le plus actif, je fais des efforts. Ok. Et j'essaie de m'améliorer là-dedans. Trop cool, Ben. Bah écoute, merci pour l'épisode. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. Ciao. Oh, ciao, ciao. Vous en êtes arrivé jusque-là, c'est certainement que vous avez apprécié l'épisode. Si oui, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire ci-dessous pour qu'on répète ce genre d'événement. C'était Arthur de The Court, la chaîne s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain.